Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Il y a 25 ans, tout juste, en Irak, Saddam Hussein lançait une répression implacable contre la population kurde, coupable d'avoir pactisé avec l'Iran. Dans la ville d'Halabja, cette répression va prendre la forme d'un bombardement aux armes chimiques. Un massacre effroyable, des milliers de morts parmi les habitants, des blessés qui souffrent encore aujourd'hui des terribles séquelles des gaz toxiques et un danger qui semble toujours rôder un quart de siècle plus tard. C'est un reportage au Kurdistan irakien signé Marine Courtade et Sophia Marchesin pour France 24. À chaque fois qu'il entre ici, Loukman Abdulkader revit le même cauchemar. Le 16 mars 1988, il a vu sa famille mourir asphyxiée par les gaz chimiques piégés dans la cave. Cette maison, il n'a jamais voulu la vendre, elle est restée telle qu'elle, comme une maison hantée. Mais surtout, il est persuadé qu'elle peut encore tuer. Il y a quelques années, on avait des poulets. Un matin, je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas dans la cour, et quand je les ai cherchés, j'ai vu qu'ils étaient morts dans la cave. Alors j'ai remis des poulets dans la cave, et ils sont morts à leur tour. Du coup, on n'y va plus du tout. Il ne touche plus à son beau grenadier qui, chaque année, à la même époque, refleurit dans son jardin, pour les mêmes raisons, les mêmes peurs. On n'ose pas manger ces fruits. On a des doutes. On s'empêche de les cueillir de peur que les effets des gaz chimiques perdurent dans la terre et que ça se transmette aux fruits et qu'on soit ensuite contaminé. L'histoire de Loukman Abdulkader, c'est l'histoire de dizaines de milliers de Kurdes qui habitent à Halabja et ses environs. L'histoire d'une région détruite à l'arme chimique et qui en paye aujourd'hui encore le prix, 25 ans après. Ce 16 mars 1988, parce que les Kurdes prêtent allégeance à l'Iran, Saddam Hussein orchestre l'un des plus grands massacres du XXe siècle. C'est son cousin surnommé Ali le Chimique qui mène l'attaque. Halabja est écrasé par les gaz, plus de 5000 morts et 10 000 blessés en l'espace de quelques heures. Les pays occidentaux ne disent rien. À l'époque, ils soutiennent Saddam Hussein contre l'Iran. Aras Abid Akram est le président de l'association des victimes. Il a perdu 12 membres de sa famille pendant les attaques. Régulièrement, il vient se recueillir sur les tombes de ses proches disparus dans cet immense cimetière des martyrs du 16 mars. Quotidiennement, tu as en mémoire les gens que tu as perdus, tes frères et sœurs. Ils réapparaissent devant tes yeux quand tu te promènes dans les rues. Surtout quand tu vois un enfant, un fonctionnaire, parce que mon père était fonctionnaire. Ça te revient en mémoire. Quand tu vois les amis d'enfance de tes frères et sœurs, ça te les rappelle et ça te blesse. Toutes ces victimes qui viennent régulièrement se recueillir ici sont persuadées que les armes chimiques tuent encore. Personne n'est venu mener des recherches pour savoir si la terre d'Halabja était contaminée. Ensuite, ce peuple, ça fait plusieurs années qu'il vit dans cette ville. Quand les gens perdent la vie, on ne sait pas si c'est naturel ou si ce sont les conséquences de la dégradation de cette nature. Aussi absurde que cela puisse paraître, un centre spécialisé dans le traitement des victimes devrait voir le jour bientôt. 25 ans après les attaques, il est toujours en construction. Pour le moment, il n'existe aucun médecin spécialiste des armes chimiques ici. Pour ce genre de consultation, les gens partent à Téhéran. Gino avait 3 mois au moment des attaques. Elle s'imaginait indemne jusqu'à la naissance de ses 2 enfants. Anna a 4 ans. Ara en a 5. Il ne marche pas, ne parle pas et mange avec difficulté.
On est allé en Iran et le médecin m'a dit qu'il y avait 90% de chances que ce soit lié à l'attaque chimique. Quand j'attendais mon deuxième enfant, je suis allée chez le médecin ici en Irak et je lui ai posé la question. Est-ce que j'aurai le même problème qu'avec le premier? Il m'a répondu non. Je me suis dit, ça ne va pas se reproduire, c'est impossible. Mais après, les médecins iraniens m'ont dit, vous ne devriez pas avoir d'enfant à Halabja. Ce matin, elle emmène une énième fois son fils à l'hôpital, même si elle sait que ce sera encore une fois inutile. Beaucoup de gens vivant le même drame sont partis à l'étranger. Ils me disent souvent, pourquoi vous ne partez pas vous aussi? En fait, on espère toujours que quelqu'un va nous aider, une association par exemple, mais ils se moquent de nous en nous disant qu'il n'y a pas de solution pour ces enfants. Dans la salle d'attente, il y a d'autres enfants handicapés. De sources hospitalières, il y aurait 10 fois plus de cancers à Halabja et 14 fois plus de fausses couches que dans le reste du pays. Est-ce qu'il a beaucoup vomi aujourd'hui? Ce matin, je ne lui ai pas donné à manger, il n'a pas vomi. Mais si ça arrive, je vais le ramener. Pour les vomissements, je vais lui donner des médicaments. Ok. Dans 5 jours, je te demanderai de revenir avec lui. Ok, merci beaucoup. Une consultation généraliste au lieu de voir un spécialiste. Personne ne peut donc établir avec certitude si le handicap de ces enfants est lié aux attaques chimiques. En sortant, elle prend bien soin de cacher son fils sous une couverture. Ses enfants ne sont pas bien vus, ils sont nombreux, mais invisibles. Pour le directeur de l'hôpital, il ne fait aucun doute qu'ils sont beaucoup plus nombreux qu'ailleurs, mais surtout il confirme que l'attaque de 1988 continue de tuer chaque année. Pour la plupart d'entre eux, on a des fibroses pulmonaires. C'est irréversible. Et c'est un des plus grands problèmes. Ensuite, beaucoup ont des problèmes oculaires et développent des glaucomes. Ils ont besoin de greffe de la cornée à cause de ces attaques chimiques. Et enfin, il y a tous les problèmes dermatologiques. La seule enquête menée sur les impacts sanitaires est venue de Bagdad et elle n'a rien donné. Certains de ces experts étaient des partisans de Saddam Hussein. Difficile d'être juge et parti. Le maire d'Halabja ferme également les yeux. Lui voudrait que sa ville devienne une attraction touristique, alors pas question de dire qu'elle est dangereuse. Actuellement, à Halabja, comme je l'ai dit, mis à part des blessés qui vivent toujours et les endroits où des bombes sont découvertes, en général, on peut dire qu'il ne reste aucun impact, ni sur la nature, ni sur l'eau, ni sur la santé, ni sur les aliments. Certains parlent des fruits et légumes d'Halabja, mais nous avons les meilleures grenades de la région et nous les exportons vers les pays arabes, dans les pays du Golfe. Tout va bien à Halabja, nous n'avons aucun problème. Pas d'enquête occidentale non plus. Et pour cause, en 1988, des pays européens fournissaient le régime de Saddam Hussein en armes chimiques. Une plainte pour complicité de crimes contre l'humanité a été déposée à Paris en juin 2013. Elle vise 2 entreprises françaises qui auraient fourni ces armes non conventionnelles. Mohamed s'est rendu à Paris avec 19 autres victimes en juin dernier. Cette plainte, c'est le combat de sa vie. Il avait 14 ans en 1988. À l'aube de ses 40 ans, il sait qu'il laissera bientôt une veuve et des orphelins. Voilà. Ça, c'est une radio qui montre dans quel état sont mes poumons. C'est une partie de mes poumons qui est endommagée. On se dit que c'est un animal sauvage qui l'a griffé et blessé. Ça fait 26 ans que je vis avec ces poumons et je continue mon quotidien. Actuellement, ils fonctionnent très peu, seulement à 18%. 82% sont endommagés. C'est pourquoi je dois continuer avec cet appareil à oxygène. Mohamed aurait besoin d'une transplantation.
a aussi perdu l'usage d'un œil. Chaque jour, il se soumet donc au même rituel, prendre une dizaine de médicaments et utiliser cette machine à oxygène 16 heures par jour. Un rituel sous le regard inquiet de ses proches. Bien sûr, le bonheur, ce serait d'avoir un mari en bonne santé. Vous ne croyez pas ? Mais heureusement, on est très proches les uns des autres. Le fait qu'il souffre, qu'il utilise cet appareil à oxygène, qu'il soit dans cet état, qu'il aille à l'hôpital, c'est dur pour lui et c'est dur pour moi. Sa situation, bien sûr que moi aussi j'en souffre. Aux alentours d'Halabja, il n'est pas rare de retrouver des bombes chimiques qui n'ont pas explosé. Des ouvriers retombent sur des fosses communes, des corps enterrés à la va-vite en 1988. C'est ce qui est arrivé à Camille et à 6 autres ouvriers en 2005. Ici, pour élargir le chemin, ils tombent sur un charnier. Les agents chimiques les affectent immédiatement. On avait des gants, mais ils ont brûlé. On se sentait comme des personnes anéanties. Certains d'entre nous pleuraient, d'autres riaient, certains hurlaient. D'autres devenaient fous, c'était très violent. Sur les 7 ouvriers, 5 meurent dans la semaine. Les 2 autres tombent malades et sont envoyés à Téhéran pour être soignés. Camille a aujourd'hui des problèmes de peau à la main. Il ne trouve aucun traitement atténuant la douleur. Il y a un liquide jaune qui sort. Tant que le sang ne sort pas, la douleur est interminable. Comme si on jetait votre main dans un grand feu. Ça, ce sont les médecins iraniens qui me l'ont donné. 15 médecins l'ont signé. Jusqu'à maintenant, ils n'ont rien fait pour moi, ni l'Office des martyrs de Souleymanié, ni celui d'Halabja. Il y a d'autres personnes qui ont des martyrs dans leur famille. Mais on n'a rien fait pour eux non plus. On n'a jamais reçu de dédommagement en tant que blessé. 25 ans après, le sarin, le VX, le gaz moutarde tuent encore. D'après les spécialistes, certains produits peuvent rester actifs des décennies dans les sols. Bref, une bombe à retardement invisible qui continuera de tuer à Halabja sans que les autorités ou la communauté internationale ne s'en préoccupent. Et en plateau avec nous, Marine Courtade et Sophia Marchesin. Bonjour à toutes les deux et merci d'être sur le plateau de Reporter. Vous nous rappelez des événements très anciens mais qui ont une résonance contemporaine avec ce qui se passe aujourd'hui en Syrie et ces bombardements chimiques qui ont eu lieu il y a quelques mois. Et on mesure l'impact de ces armes dont la durée de vie est très longue, effrayamment longue d'ailleurs. Oui, c'est ça, parce qu'il faut savoir qu'en 1988, donc il y a eu 5000 morts en quelques heures, mais aujourd'hui, il y a encore des dizaines de centaines de milliers de victimes à Halabja. Donc nous, on s'est essentiellement focalisé sur cette ville d'Halabja, mais ce n'est pas la seule ville qui a été touchée par les attaques de Saddam Hussein. En fait, ça faisait partie d'un long processus qui visait à tuer au maximum de personnes kurdes dans le nord. Accusées d'avoir pactisé avec l'Iran. Donc l'opération Anfal. Et on compte à peu près 200 000 morts en 3 ans. Mais c'est dans cette ville que le drame s'est noué de manière la plus atroce sans doute. Alors on voit la détresse de ceux qui sont blessés, de ceux qui souffrent encore aujourd'hui 25 ans après. Quelle aide leur est proposée? Et on est stupéfait de voir ce centre anti-chimique qui est toujours pas terminé de construire. C'est vrai que le centre d'armes chimiques, il est toujours pas fini. Ça fait 7 ans qu'il est en construction et que les victimes attendent beaucoup de ce centre-là. Mais ce qu'il faut quand même souligner, c'est que les Kurdes ont attendu la chute de Saddam Hussein pour en parler et pour aider les victimes, pour vraiment concrètement leur venir en aide. Et ils ont notamment créé un ministère qui s'appelle le ministère des martyrs et des victimes de l'opération Anfal. Et ce ministère vient depuis 2005 en aide aux victimes directes, celles qui étaient là pendant le génocide. Pendant le massacre en 88. Mais le problème, c'est que les victimes indirectes, par exemple les ouvriers qui retrouvent des corps, ou les enfants qui naissent avec des malformations, puisqu'Halabja est la ville où il y a le plus d'enfants handicapés. Eux ne sont pas couverts à ce stade. On voit ce monsieur avec cette lettre tamponnée de toutes les signatures possibles, qui est, semble-t-il, sans aide, c'est ça? En fait, ils vont tous en Iran pour voir des spécialistes et obtenir des consultations dignes de ce nom,
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces victimes indirectes, comme l'ouvrier qu'on voit dans le reportage, ne sont pas du tout aidées et indemnisées en tout cas. Où en est-on des procédures judiciaires à l'encontre des responsables et de leurs complices? Vous nous parlez d'une procédure enclenchée à Paris en 2013. Oui, c'est ça. En juin dernier, il y a une vingtaine de Kurdes qui sont venus à Paris déposer une plainte contre X pour de complicité de crimes de guerre. Et ils accusent en fait 2 entreprises françaises, des entreprises néerlandaises, américaines, d'avoir fourni des armes au régime de Saddam Hussein. Donc pour l'instant, cette enquête-là est en cours, mais on nous dit que ça peut prendre des années. Donc ça peut prendre vraiment des années. Mais c'est vrai qu'il y a déjà eu des avancées à ce niveau-là, parce que en 2005, il y a un Néerlandais qui a été condamné à 15 ans de prison par la Haye pour avoir fourni des armes au régime irakien. Merci beaucoup, merci Marine et merci Sophia d'être venue sur ce plateau. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.